Sophage So Good, c'est reparti. On parle de nous en bien sur la planète. Enfin, mais comment nous, un si petit pays, avons-nous réussi une telle campagne de vaccination? On était obligés d'y revenir forcément. Pour les immigrants qui rêvent toujours de construire le pays, on découvrira le nouveau quartier écolo en plein Negev de Shahrak 8. Il y a de l'avenir dans l'air et surtout des terrains offerts. Après, avec Yohann Halimi, le blogueur de Culturama, on fera le point sur les séries en tout genre. Et puis, si le cinéma vous manque, on profitera du réalisateur israélien Marco Carmel. On reviendra sur son film Achoti Hayafa, un must à découvrir. La cuisine sera bien sûr au programme, également avec un passionné de la bonne bouffe, facile à faire. Et puis on finira l'émission avec un bon plan pour les gamers cette fois. Alors si ça vous tente, Sophage So Good, c'est maintenant. Israël remporte des félicitations dans le monde entier pour sa campagne de vaccination ultra rapide. Benjamin Netanyahu predica con el ejemplo y presta su brazo para inaugurar la campaña de vacunaciones. Pourquoi parle-t-on de phénomène israélien en matière de vaccination? Many hope that it will allow them to go back to normal life. We will schedule 2 appointments at the same time, one for the first dose and the second for the second dose 3 weeks later. En 12 jours, 1 million d'Israéliens ont été vaccinés, devançant tous les autres pays du monde. Cela correspond à 11,5% de la population, soit un pourcentage par habitant plus élevé que le reste du monde. Plus de 150 000 Israéliens sont vaccinés chaque jour. En moyenne, 41% des 60 ans et plus ont été vaccinés. Et en fin janvier, 2,25 millions d'Israéliens seront vaccinés. C'est donc 3 fois plus rapide que le Bahreïn qui prend la 2e place dans la course à la vaccination. Les États-Unis sont à la 5e place avec à peine 1% de la population qui a reçu le vaccin. Notre système a prouvé son efficacité. Des stades ont été réquisitionnés par les 4 coupotes-Rolim, système unique au monde, pour centraliser la vaccination de leurs adhérents à la chaîne. Les vaccins ont été achetés bien à l'avance et au prix fort et les professionnels de santé n'ont pas compté leurs heures de travail jour et nuit, Shabbat compris. Les bénévoles, eux aussi, ont fait leur part, notamment ceux d'Atsala et de Yad Beyad. En plein confinement, ils ont amené dans des centres de vaccination et raccompagné chez elles les personnes âgées. Une réussite exceptionnelle et historique. Pour finir, voici les mots de Myriam Pérez, lauréate Prix d'Israël 2018. Ce vaccin, qui est une piqûre d'espoir de vie, Shani, cette chère infirmière, m'a injecté la possibilité de continuer à vivre. Et lorsqu'elle a fini de me vacciner, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher. Je lui ai embrassé la main. Et un tout autre sujet à présent, direction l'université de Ben Gurion, où des scientifiques cultivent entre autres des pépinières de corail. Elles grandissent 5 fois plus vite que la production de corail naturel. Les coraux sont ensuite transplantés dans la mer Rouge et deviennent des îles coralliennes flottantes. Une petite révolution dans ce domaine. Mais comment ont-ils fait? Les chercheurs ont utilisé les pylônes du ponton près de Coral Beach à Eilat, bien connu des amoureux de cette ville. Le corail s'y reproduisait déjà de façon naturelle, mais il ne tenait pas et tombait au sol. Aujourd'hui, grâce à des petits balcons qui entourent les pylônes, le corail se reproduit. C'est même devenu une attraction pour les plongeurs. Une idée toute simple qui va vous donner une autre raison de retourner à Eilat, après le confinement, bien sûr. Si je vous dis Jean Dujardin dans Un homme à la hauteur, Sacha Baron Cohen dans Un agent très spécial, les agents secrets de Kingsman ou bien Batman, vous allez me dire, mais quel rapport? Tout simplement leur voiture, et plus précisément leur Tesla, et à chacun son modèle. Alors super nouvelle pour les mordus de la marque, Tesla débarque en Israël. Non seulement Tesla est devenue cette semaine l'entreprise la plus chère en bourse du secteur automobile, dépassant le géant Toyota, mais le ministère israélien des Transports leur a octroyé enfin une licence pour commercialiser leurs voitures électriques. Les commandes ont déjà commencé en ligne bien sûr, et les véhicules quant à eux arriveront en Israël dans quelques mois. Reste pour le coup à trouver les 250 000 € pour le modèle de base sans les taxes et solutionner le manque de bornes de recharge dans le pays. Mais rêver n'a jamais tué personne et en ce moment c'est le mieux qui nous reste à faire. Alors franchement, on ne va pas se gêner.
Eh bien maintenant, un message pour ceux qui craquent. Confinés dans un petit appartement en ville, sans lumière et sans jardin, vie sociale à zéro. Suivez-moi, je vous emmène dans le sud du pays. Pourquoi ? Eh bien là-bas se monte un projet fou qui aurait fait rosir de plaisir David Ben Gourion. 70 personnes habiteront bientôt dans ce village écologique en plein Negev. Shahak Eitz sera officiellement inauguré par le président Reuven Rivlin à la fin du mois de janvier. Ici, on utilise l'électricité solaire, on retraite les eaux usées, l'environnement est respecté et bien sûr c'est beaucoup moins cher. Les étudiants de l'université de Ben Gourion et les jeunes volontaires du service national produisent activement des pièces pour des maisons en bois qui seront ensuite assemblées dans ce nouveau quartier qui abrite déjà 18 familles et 10 personnes seules. Ils paient un loyer bien sûr subventionné, 1800 shekels pour une petite maison avec 2 chambres, des balcons qui offrent une vue spectaculaire sur les collines du désert. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que des parcelles de 4000 mètres carrés seront offertes aux familles intéressées avec la possibilité d'acquérir des terres pour l'agriculture. C'est absolument incroyable. Alors si l'esprit sioniste est en vous, l'association Hayalim vous attend pour faire refleurir le désert tout en le respectant. Et maintenant, ne ratez pas les conseils avisés de ce passionné de cinéma et de séries. Créateur du site culturama.blog, Yohann Halimi va vous alléger le confinement. C'est moi qui vous le dis. Yohann Halimi, bonjour. Salut Cathy. Alors bonjour. déjà avec le petit réca qu'on a derrière toi, on est dans l'ambiance, on va parler bien sûr films, séries, cinéma, mais surtout les séries qui ont buzzé cette année 2020. Ah oui, alors je vais commencer par la série dont tout le monde a parlé, en espérant que ceux qui ne l'ont pas vu se jettent rapidement dessus. Évidemment, c'est Le Jeu de la Dame. Voilà. Okay. Le Jeu de la Dame, c'est un vrai phénomène de société. C'est une série sur une orpheline surdouée des échecs, et donc qui va se retrouver projetée dans ce monde très fermé des échecs. C'est une belle série, super bien produite, bien écrite, avec des décors somptueux, costumes, une musique sublime. C'est une série ludique, captivante. La comédienne est absolument formidable. Et je dirais qu'en fait, l'exploit de cette série, c'est d'avoir réussi à passionner sur un jeu a priori austère, un peu intello, complexe. Et ils ont réussi à rendre ça très vivant et même cinématographique, cinégénique. Et pourtant, les échecs, a priori, ça pourrait paraître ennuyeux, mais c'est tout sauf ça, vraiment. Exactement. Alors, c'est très passionnant. C'est fait sur le modèle d'un film de sport. Et ça montre, en plus, encore une fois, le pouvoir d'influence d'une série, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la sortie de la série, tout le monde s'est mis à jouer aux échecs, ouais. Même les enfants. Exactement. Donc voilà, c'est en plus bientôt les championnats d'Israël d'échecs. Donc on est en plein dans le bain avec ça. Alors pour ceux qui l'ont vu, est-ce qu'il y a d'autres séries à regarder ? Alors moi, j'ai un autre coup de cœur cette année, c'est The Plot Against America. C'est probablement la série la plus intéressante de l'année. C'est adapté d'un roman de Philip Roth. Et en fait, la grande question de cette série, c'est que se serait-il passé si l'antisémite Charles Lindbergh avait été élu président des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale et s'il avait signé un pacte de non-agression avec Hitler. Voilà. Et on va suivre les bouleversements de cette Amérique à travers l'histoire d'une petite famille juive américaine. C'est passionnant, ça apporte un regard politique même sur le monde d'aujourd'hui. Vraiment, c'est une série à découvrir. Le roman était déjà génial et la série est vraiment à la hauteur. Bon, nous, on aime bien ces petits conseils pour tous ceux qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas regardé. Au moins, ça évite de se taper des navets, on va dire ça comme ça. Donc, on va suivre tes conseils à la lettre. On n'est pas engagé sur plusieurs années. C'est fermé, c'est une intrigue fermée. Vous pouvez y aller. On peut y aller. Alors maintenant, pour ceux qui ont envie de se détendre, qui ont envie de rigoler, voilà, qui ont envie de passer un bon moment, est-ce que tu as des comédies qui ont buzzé cette année, des comédies à nous conseiller ? Alors j'ai une question pour toi, Cathy. Est-ce que tu connais La Jeanguille ? Pas du tout. Ah bah attends, tu n'as pas vu La Flamme, il va falloir que tu y remédies rapidement. La Flamme, c'est une série avec Jonathan Cohen. C'est une vraie tranche de rire, c'est complètement loufoque, c'est régressif. C'est donc avec Jonathan Cohen et plein de super comédiens. Jonathan Cohen qui a fait beaucoup parler de lui justement sur la série Family Business que certains ont vu peut-être. Exactement aussi. Okay. Alors La Flamme, c'est beaucoup mieux à mon sens. C'est bien plus drôle. Ça assume complètement son côté un peu con-con. C'est instantanément culte et voilà, c'est vraiment, faut y aller de manière très légère. On rigole bien. Et puis il y a une deuxième série
qui est pas une vraie série comique, mais qui est très détendante. C'est mon petit coup de cœur, ça joue sur la nostalgie des années 80, qui est très à la mode actuellement. Alors, c'est pas Stranger Things, mais c'est Cobra Kai, qui invente en fait une suite à Karate Kid, le classique des années 80. Voilà, c'est avec les acteurs originaux, on les voit donc 30 ans plus tard évoluer, essayer de recréer cette rivalité autour du karaté. C'est une série voilà, tout public, c'est malin, c'est bien écrit. C'est pas que pour les garçons, puisqu'il y a même des filles qui font du karaté, c'est assez bien fait. Donc on peut regarder en famille sans problème. Ouais, c'est un vrai plaisir. En famille, peut-être pas les tout petits, mais ouais. Les ados, c'est bon. C'est bon enfant, c'est assez sympa. Bon, Johan, tout ça c'est sympa, mais on est quand même en Israël. Donc est-ce que tu as des séries israéliennes incontournables à nous conseiller pour cette année? Ça a été encore une année phénoménale pour les séries israéliennes. On a tous vu les 3e saisons de Fauda, celle de Shtizel qui est en cours. Il y a eu le carton Téhéran qui a été racheté à prix d'or par Apple. Tout le monde, je suppose, en tout cas tous les auditeurs de Kalita, ont dû voir Unorthodox, le beau succès de Netflix. Et puis, les Israéliens ont aussi beaucoup parlé de Shahat Meila sur la guerre de Kippour, dont on pourra reparler un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Shahat Meila, on peut encore la voir sur Cannes, voilà, sur l'application sur Cannes, ça marche. C'est la série la plus chère de l'histoire de la télévision israélienne. Ouais. C'est un vrai phénomène aussi. Et puis, je dirais que cette année, il y a quelque chose d'assez encore assez incroyable qui s'est passé, c'est que les séries israéliennes ont également brillé à l'international de manière indirecte, puisque on continue à les adapter, notamment aux États-Unis. Il y a l'adaptation qui vient de sortir de la série Kvodo. Je ne sais pas si vous connaissez cette série israélienne. Donc c'est la série américaine s'appelle Your Honor avec Bryan Cranston, le fameux acteur star de Breaking Bad. Et donc c'est une série sur un juge assez réputé qui voit son fils accusé d'un crime assez grave, et donc il va avoir sa vie un peu chamboulée. Et ça vient de sortir, c'est tout chaud, ça va débouler sur Canal+ dans quelques semaines. Donc ça montre encore le pouvoir des séries israéliennes qui sont réadaptées un peu partout dans le monde, et même en France, puisque dans moins d'un mois maintenant, sur Arte, on va pouvoir regarder le remake français de Betty Pool. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série. Très belle série, très psychologique, qui veut dire Betty Pool en traitement. À voir en hébreu, à voir en français aussi, alors maintenant. Exactement, qui avait été adapté aux États-Unis, qui s'appelait In Treatment, qui avait fait un gros carton américain. C'est donc en fait un psy et on voit défiler ses patients dans son cabinet. Et donc là, c'est adapté par la France. Les premiers retours sont très positifs, ça a l'air très emballant. Et ce qui n'est pas étonnant quand on connaît les réalisateurs et créateurs et qui est créateur de cette adaptation, qui sont nos chouchous, Cathy, on peut le dire, Eric Nakache et Olivier Toledano, qui généralement ne ratent pas grand-chose. Exactement. Donc en tout cas, c'était sympa de nous en faire part. Voilà, pour ceux qui avaient raté l'info. On vous retrouvera une prochaine fois. Merci beaucoup, Johan. Et alors, si on a envie d'en savoir plus, évidemment, Culturama, c'est toujours là pour nous. On peut tout apprendre plein de choses. Merci, Johan. Et oui, Israël brille dans le monde entier. Notre créativité fait des émules et c'est tant mieux. Mais si l'ADN de la création israélienne se cachait plutôt dans nos histoires de famille, celles que racontent parfois les grands-mères, Marco Carmel le pense en tout cas, le plus francophile des réalisateurs israéliens, nous fait découvrir son film Achoti Hayafa, nominé pour 11 Ophir, les Césars israéliens. C'était en 2011. Ce film raconte l'histoire d'une ancienne légende d'Afrique du Nord qui oscille entre le monde réel et celui de l'imaginaire, les superstitions, l'amour et la mort. Il nous parle du film, oui, mais surtout des raisons qui l'ont poussé à le réaliser. Salut Marco. Ça va ? Super, un plaisir de te retrouver. Alors aujourd'hui, on parle du film qui est juste derrière toi. Achoti Hayafa, c'est un film que tu as réalisé il y a déjà quelques années et qui a raflé des prix en Israël, les fameux Ophir. Est-ce que tu peux nous parler de ce film qui a bouleversé toute une génération en Israël ? Voilà, alors Achoti Hayafa, My Lovely Sister, c'est mon deuxième long métrage que j'ai fait il y a 5 ans. Et ce film-là, c'est un peu raconter les histoires de nos grands-mères. C'est une sorte de légende nord-africaine. C'est des histoires que nos grands-mères nous racontaient pendant nos enfances. C'est que mes parents au moins, avaient honte que le monde sache que ma grand-mère parle avec des femmes chialot. Chialot
En arabe, c'est des monstres femmes qui gardent les femmes, qui les aident. C'est un peu leur psychologue. Maintenant, pour ces relations avec ces femmes-là, elles devaient leur faire des gâteaux et les femmes devaient les accepter. Mais c'était virtuel tout ça, ça n'existait pas, c'était du monde de l'étrange, on va dire. Eh ben pour toi, ça n'existait pas. Pour ma grand-mère, ça existait complètement. Ok. Et maintenant, parce qu'on était des nouveaux Israéliens, parce qu'en Israël, tout le monde essayait de devenir Israélien et pas rester d'où il vient et ce qu'il est. Alors, nos parents demandaient à nous d'un peu cacher ces histoires-là, de ne pas parler, parce que tout le monde nous dit que grand-mère est un peu folle, que grand-mère voit des choses qui n'existent pas. Et moi, quand j'étudiais le cinéma, je me dis la première chose que je vais faire, je vais raconter ces histoires-là parce qu'elles sont tellement belles. C'est du folklore, c'est de la culture. C'est notre, d'une certaine façon, c'est notre passé. Et j'ai voulu dire en Israël, après qu'on est devenu, qu'on s'est basé un peu là, que notre culture, c'est pas rien que des mouflettes, et mimouna ou couscous et pkaïla. On a des histoires, on a des légendes, on les a pas écrits parce qu'on ne savait pas les écrire. Peut-être non, mais après j'ai découvert qu'il y avait quelques livres qui ont été écrits sur ça. Alors justement Marco, pour ceux qui débarquent en Israël, qui ne connaissent rien ou pas grand-chose, on va dire, au cinéma israélien, il faut raconter quand même que ce film, quand il est sorti, ça a fait un peu l'effet d'une bombe. Il est sorti il y a 4 ans. Encore une fois, c'est comme si j'ai pris une histoire qui s'est passée en Afrique du Nord. Je peux dire au Maroc, je peux dire en Tunisie, tout ça, mais c'est le folklore nord-africain. Je le fais dans un banlieue où a été tourné Chola Ava Mishikun Gimel, le film que je parlais avant dessus. Je l'ai mis dans un banlieue, je l'ai mis dans une atmosphère nord-africaine des banlieues israéliennes. Et voilà, j'ai raconté un peu l'histoire. La vérité est que je suis prêt à donner ce film à qui veut le voir parce qu'il est tellement important pour moi et les Français ne l'ont pas vu. Et pour des Français qui arrivent, c'est un peu leur histoire de leur famille qui est venue en Israël. Parce que on sait que toute la Nord-Africaine a été entre la France, le Canada et Israël. Et en Israël, on découvre nos légendes. Et je crois que ce sera assez important pour les Français qui viennent de la France de connaître un peu nos histoires qu'ils ont l'air primitives, mais c'est un folklore énorme avec beaucoup de couleurs. Voilà, et ce qui est génial, c'est que je sais que tu mets à notre disposition ce film que tu as sous-titré en français, voilà, pour ceux qui le veulent et ceux qui ne comprennent pas encore l'hébreu. La française qui est là, que je suis prêt à envoyer à qui demande, gratuit, pour qu'ils connaissent un peu nos histoires. Alors, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, on parle des fameux shkoufim, des êtres qui sont, enfin des personnes qui sont un peu les oubliés de la société israélienne. C'était ça, les Marocains, les Tunisiens, quand ils sont arrivés en Israël, ils ont souffert d'être un peu des citoyens de seconde zone. C'est ça que tu dénonces aussi dans ce film? Non, mais si on commence déjà, c'est pas rien que les Nord-Africains. Tous ceux qui sont venus de chaque pays, ils devaient être sionistes, israéliens, les Tnuot noirs, les soldats qui boostent, tout ce qui représente l'Israël est très fort, qui doit combattre son pays. Et un tout petit peu oublier d'où il est venu, qui il est, pour cette nouvelle nationalité, je ne sais pas comment on dit ça. Mais c'est affreux, pareil pour les Nord-Africains, c'est affreux aussi pour les Éthiopiens, c'est affreux aussi pour tout le monde. Et moi, je crois qu'un peuple il doit être construit de tous les folklores qui arrivent de tous les pays. Bien sûr. Dans les années 70-80, c'était énorme. On nous a presque tout fait pour oublier d'où on est venu. Et maintenant, ça retourne par le cinéma, la lecture et tout, qu'on recommence à recevoir chacun ses racines, son héritage. Voilà. Ouais, ok. Alors, c'est racine. Est-ce que tu as été surpris du succès du film et surtout des prix qu'il a remportés? Alors, ce qui est joli, c'est que tu nous avais parlé d'un film avec Moshe Ibgi la dernière fois. Il est aussi dans ton film. Il y a aussi Raymond Amselem qui est génial, qui a eu des prix. Tu étais surpris de l'accueil? Je ne suis pas vraiment surpris du succès du film, vraiment, parce que je crois que c'est une histoire d'amour à la fin. C'est une histoire d'amour entre deux femmes et un homme, entre un couple et un démon. Et j'ai cru que ce folklore intéressera vraiment les gens. Moi, j'ai aimé, mais ce qui était le plus important, vraiment, on a eu des prix, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est important, c'est bien, et c'est heureux, ça m'a donné à faire très vite le film après.
Mais la quantité de lettres que j'ai reçues des gens nord-africains qui m'ont écrit « Merci Marco, j'ai plus honte de ma grand-mère, j'ai plus honte de mes racines. Quelqu'un raconte nos histoires sans avoir peur, on se prend pour des primitives. » Des centaines de lettres comme ça. Ça, c'était vraiment ce qui m'a fait chaud au cœur, que j'ai donné à beaucoup de gens sentir respectable, ou je sais pas, une gloire, ou je sais pas comment on dit ça, pour d'où ils viennent et qui ils sont, de plus avoir honte de leur histoire. Voilà, être israélien et en même temps se réconcilier avec l'histoire de nos parents, c'est aussi le message de ce très très joli film, vraiment. Donc on retient ton offre, hein. Je crois que tu vas recevoir plein de lettres des francophones qui ont envie de découvrir ce film aussi en français. Merci Marco pour ce petit bout, encore ce petit bout de toi et des films israéliens, voilà, de ce qu'il faut connaître pour bien s'intégrer. C'est important de connaître le cinéma israélien. On se retrouve peut-être une prochaine fois ? Bien sûr, mais la prochaine fois, on va parler du cinéma ashkénaze. Eh ben avec plaisir, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Quelque chose d'un autre monde pour égalité les voilà. Conversations. Avec plaisir, pas de problème. Achoti, Ayafa, on regarde encore un petit extrait. À bientôt. Salut Marco. Ciao. אמא די נו אני הזמנתי אותה, אמא. בנה. מי עמליק בחינות ילדים? אמא בבקשה. מזל טוב. אמא. אמא. תתערבי. אמא. שאת מערב רמפי? חתנה איתו. זה אירוע שלי, תכבדי אותי. עונת. אמא. Il est médaillé d'or de Jiu-Jitsu brésilien, il est masseur pro et en fin d'études d'ostéopathie, mais dans Sofa So Good, ce qui nous intéresse avec lui, par-dessus tout, c'est qu'il adore cuisiner. C'est beau, facile et goûteux. Alors puisque les bars à hummus sont officiellement fermés, c'est vous qui allez bosser aujourd'hui. Alors hummus oui, mais en couleur s'il vous plaît. Yon, Atia, bonjour, on est super content de te retrouver. Alors, tu n'es pas chef, mais on va dire que tu es un fan de cuisine. On peut dire ça comme ça ? Un passionné de cuisine. Bon, alors cette semaine, tu nous as préparé un hummus rose. C'est ça. Alors pourquoi tu as choisi ce plat ? Je trouvais esthétique, j'avais envie de manger un hummus cette semaine. Et je me suis dit, quand je cuisine, je cherche toujours comment prendre un pain en plus, un tzad kadima, et du coup, j'ai voulu le rendre rose. C'était quand on tapait hummus sur Instagram, sur Facebook, sur Google, c'est ce qui sortait le plus. Je me suis demandé comment il faisait et voilà, j'ai voulu le reproduire. Ok, alors tu fais plein de choses en dehors de la cuisine, mais quand tu es dans la cuisine, on peut dire que tu fais ça bien. Alors on a vu le résultat, maintenant on voudrait savoir comment on fait tout ça. Est-ce que c'est facile à faire ? C'est super facile à faire, on a juste besoin d'un mixeur, quelques ingrédients qu'on trouve partout. Moi j'ai rajouté des champignons et des oignons caramélisés, c'est la seule chose qui demande de la cuisson. Sinon, c'est vraiment tout mettre dans le mixeur et faire une belle décoration à la fin, une belle mise en place. Alors, il paraît que la cuisson des pois chiches, c'est ça le plus compliqué. La cuisson des pois chiches, c'est pas facile. Il faut les faire reposer dans l'eau pendant 24 heures en changeant l'eau régulièrement. Puis les faire cuire pendant très longtemps avec, si je ne me trompe pas, du bicarbonate de soude pour enlever les peaux. Maintenant, en vrai, on peut prendre des hummus en conserve, des pois chiches en conserve, ça marche très très bien. Et c'est moins de prise de tête. Et c'est moins de prise de tête, ok. Alors, bien sûr, pour donner la couleur rose, tu as pris de la betterave. C'est ça, de la betterave. Mais ça ne change pas le goût ? Un tout petit peu, mais ce qui est étonnant, c'est que, comme on dit, qu'on mange avec les yeux, psychologiquement, de manger quelque chose de rose, même si on n'a pas rajouté forcément de goût dedans, bah, ça donne une perspective différente. Et pour rajouter plus ou moins du goût, évidemment, on peut mettre plus ou moins de betterave, même si mettre vraiment juste du jus, quelques centilitres de jus, ça suffit amplement pour changer la couleur, sans pour autant donner du goût. Ok, alors tu utilises du sumac, on a vu ça sur les images, du sumac. Alors, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas cette épice ? Le sumac, c'est une épice. J'avais fait un post sur Instagram où je décrivais exactement ce que c'était, de quel arbre, d'où ça venait. J'ai plus tous les éléments en tête, mais ça rajoute un petit goût citronné. Ça se saupoudre, voilà, partout, par-dessus les aliments. On ne le fait pas forcément cuire, on peut l'utiliser dans des marinades. Mais voilà, sur un hummus, au lieu de rajouter des tonnes de citron dedans, on met un peu de sumac par le dessus et ça donne un petit goût acidulé.
Ok, donc ça suffit amplement. En tout cas, on était ravis. Merci pour les images, elles sont magnifiques. On te souhaite plein de bonnes choses. Tu reviens avec une autre recette quand tu veux. On était vraiment super contents de t'avoir avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité et puis toujours présent quand vous voulez. Voilà, on te retrouve bien sûr sur ton blog. Tu peux donner ton blog pour ceux qui ont envie de te suivre. Alors sur Instagram, @something is cooking. Voilà. Ou alors sur YouTube. J'ai ouvert une chaîne YouTube il y a 2-3 semaines. J'ai pas eu grand chose pour l'instant, mais petit à petit, ça s'appelle Yohan Atia. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que c'est beau, c'est goûteux, c'est facile à faire. Donc, j'essaie de faire des choses faciles, exactement. Je veux pas aller trop loin, parce que encore une fois, je suis amateur, donc je reste dans mes capacités. Et voilà, des choses de tous les jours qu'on peut faire facilement, des techniques qui ont l'air compliquées quand on regarde des vidéos, mais qui au final, elles sont vachement faciles. Pour voilà, des repas de tous les jours, version un peu améliorée. Exactement. À bientôt en tout cas, Yohan. Au revoir, merci beaucoup. Ciao, un plaisir, bye bye. Bon appétit. Et si on terminait l'émission avec un clin d'œil aux gamers? Cette année, les ados se sont réfugiés sur des tas de plateformes de jeux en ligne. Notre expert en la matière, Dan Lelouch, créateur du bar Level Up à Tel Aviv, on y joue en dégustant un hamburger, eh bien, il nous parle de ce qui a affolé la planète gaming. Allez, essayons de comprendre ceux qui sont accros à ces jeux étranges en suivant les conseils de Dan. Dan Lelouch, bonjour. Salut Cathy. Ça va ? Ça va et toi ? Bon, alors on ne te retrouve pas dans ton bar Level Up. Malheureusement, c'est fermé à cause du Séguer, mais tu en as profité pour peaufiner les dernières plateformes de streaming en vogue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour nous, les profanes ? Bien sûr. Alors, je pense que si vous n'en avez pas entendu parler, vos enfants ont dû en entendre parler. Hein. Donc, le streaming, c'est quelque chose qui est en vogue depuis à peu près, je dirais, 5-6 ans, qui a vraiment explosé, notamment grâce au Séguer, grâce au confinement qu'on est tous en train de subir. Il y a 3 grosses plateformes de streaming. C'est ça. Aujourd'hui, il y en a 3. C'est donc Twitch, qui est celle dont je vais me focaliser un petit peu plus sur Twitch. Il y a Facebook qui fait Facebook Live et YouTube qui fait aussi YouTube Gaming, YouTube Live. Je suis pas sûr du nom. La différence, elle est quoi ? Elle est dans la variété des jeux offerts, dans la variété des programmes Honnêtement, il y a aucune différence. C'est juste que, tu sais, ça fonctionne un petit peu comme tout. Ça fonctionne un peu comme les marques. Une fois qu'une marque est plus connue qu'une autre, les gens ont plus envie de mettre un focus sur cette marque-là que sur les autres. Et Twitch, c'est vraiment la plateforme la plus connue du moment, donc c'est celle que la plupart des gens utilisent. Alors on fait quoi sur Twitch ? Honnêtement, sur Twitch, il y a vraiment de tout. C'est ça qui est vraiment génial. Les gens sont plus focalisés sur Twitch, bien évidemment, sur les jeux vidéo. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui font ce qu'on appelle du just chatting, c'est-à-dire qu'en gros, ils lancent leur live et ils discutent avec leur audience. Ça peut être vraiment de tout. Récemment, il y a beaucoup de sportifs qui s'y sont mis. Il y a aussi, je ne sais pas si tu connais Samuel Etienne, celui qui présente Question pour un champion, qui s'y est mis. Tous les matins, il se connecte, il prend le journal et il discute avec les auditeurs des informations du jour. Il y a vraiment de tout. Après, il y a aussi beaucoup de jeux vidéo. Donc, alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qui jouent, on va dire en raison du confinement, forcément, ils ont beaucoup de temps à utiliser, alors que ce soit jeune ou moins jeune. Hein, tout le monde joue aux jeux vidéo, il n'y a pas de limite d'âge, évidemment. On joue à quoi sur Twitch ? On joue à tout. Ça peut être, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il y a League of Legends, il y a FIFA, il y a Call of Duty, il y a Counter-Strike, il y a tous les jeux en fait. Donc les gens en fait streament leurs parties et discutent, communiquent avec leurs viewers de ce qui est en train de se passer, des actions qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'est vraiment c'est un nouveau mode de partage, on va dire. C'est ça. Moi, pour te dire la vérité, je regarde quasiment plus la télé. Je suis quasiment que sur Twitch. Que sur Twitch, ok. Mais tu n'utilises pas forcément pour les jeux vidéo, tu fais autre chose. Je l'utilise moi beaucoup pour les jeux vidéo, pour la musique aussi. C'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très talentueux. En fait, ça laisse libre
libre accès à tout le monde de pouvoir montrer un petit peu son art. Donc ça peut être vraiment de tout, ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être de la cuisine, c'est vraiment de tout. Okay. Alors c'est pour les pros aussi, on trouve des pros sur la plateforme? Bien sûr. Les plus grosses compétitions de jeux vidéo se passent à 95% sur Twitch. Ok, donc pour ceux qui ont envie de rentrer dans ce monde, c'est une porte d'entrée conseillée. Bien sûr, toutes les compétitions sont dessus. Il y a beaucoup de joueurs professionnels aussi qui streament leurs parties. Si vraiment vous voulez vous lancer un petit peu dans les jeux vidéo, c'est là où il faut aller, quoi. C'est là où il faut aller. Bon, alors en attendant de te retrouver, apparemment, il paraît que tu vas réouvrir un bar pour jouer, bien sûr, et pour manger cachère, à Rishon LeZion. En attendant la fin du Segam, on te souhaite de belles parties, voilà, sur Twitch. Et puis, je pense qu'il y en a plein qui vont faire comme toi. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Voilà, So Fâche So Good, c'est fini. Mais avant, une dernière image qui nous vient du Brésil cette fois. Les supermarchés type Carrefour affichent la couleur avec le vin Yarden. Il est en tête de gondole, les pubs sont partout. Alors on va faire comme les Brésiliens, on va trinquer en restant sagement à la maison, très loin de toute contamination. Santé à la vôtre et à la semaine prochaine.